Bonjour, ici Piero San Giorgio, auteur de plusieurs livres liés à la survie. Depuis quelque temps, on nous dit que nous sommes en guerre. Les États-Unis depuis 2001 et d'autres pays depuis les vagues d'attentats terroristes qui, bientôt, tous les jours, ensanglantent les lieux publics d'Europe, mais aussi du Moyen-Orient et dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et en cette période où l'on nous désigne pour nous les ennemis, il faut savoir être perspicace, circonspect, méfiant par rapport à cela. Sommes-nous vraiment sûrs que les ennemis que l'on nous désigne sont nos vrais ennemis? J'aimerais vous parler, à mon avis, de qui est le vrai ennemi. Si votre voisin jette des serpents dans votre jardin, est-ce que votre ennemi c'est le serpent ou c'est votre voisin? Alors bien sûr, vous allez devoir vous débarrasser des serpents. Il va falloir appeler les dératiseurs, exterminer les serpents, ou les capturer, ou les mettre loin. Ou vous en occupez vous-même, au fusil à pompe, sur le serpent. Enfin, je ne sais pas comment on chasse les serpents. C'est pas ma spécialité. Mais après, il faut aller voir le voisin, en lui disant, mais pourquoi tu mets des serpents dans mon jardin? Est-ce que tu veux me tuer? Est-ce que tu veux m'épuiser? Tu veux que je dépense mon argent en appelant les dératiseurs? Etc. C'est un exemple. Aujourd'hui, on nous montre clairement l'islam. C'est l'ennemi. En 2001, lorsque quelque chose s'est passé le 11 septembre 2001, alors clairement, on n'est pas encore très clair sur exactement qui ou quoi et comment cet événement s'est fait, mais clairement, on a compris pourquoi. C'est que clairement, il fallait mettre en branle la machine militaire américaine et avoir le soutien de la population pour des guerres de contrôle géostratégique du Moyen-Orient et des ressources qu'ils contiennent. Et tout ça au service des élites, de l'oligarchie, de l'État profond américain, bien sûr, et des propriétaires des États-Unis, qui ne sont pas que américains, bien sûr. Et donc, on a montré l'ennemi, les talibans, en Afghanistan. Saddam Hussein, le fils d'Hitler, avec la 4e armée du monde, en Irak. On aurait pu désigner l'Iran, on aurait pu désigner l'Union soviétique, mais elle n'était plus là. Souvent, les grands empires, et c'est le cas des États-Unis aujourd'hui, ont besoin d'ennemis désignés, montrés, contre lesquels se focaliser, surtout focaliser les énergies, la motivation des gens et le soutien de la population pour l'État et pour le gouvernement. Sans quoi, les gens ne font pas de guerre. En 1914, si les nations ont pu se mobiliser et ont pu mobiliser leur peuple pour aller faire cette guerre horrible et fratricide en Europe, c'est parce que depuis de nombreuses années, d'une part, ils étaient éduqués pour être disciplinés et obéir aux ordres. L'éducation sert à façonner les esprits pour transformer les enfants en des êtres dociles, malléables et obéissants, mais aussi parce qu'il y avait une propagande par les médias qui n'étaient pas si libres déjà à l'époque et qui le sont encore moins aujourd'hui, qui sont très concentrés aujourd'hui et qu'ils appartiennent aux mêmes puissances d'argent qui sont aussi propriétaires de bon nombre d'industries, notamment dans la défense, enfin, l'armement, donc la guerre. Eh bien, on a conditionné, avant 1914, pendant une trentaine d'années, les Anglais à haïr les Allemands, les Français à haïr les Allemands avec cet esprit de revanche pour la guerre de 1870. On a surtout conditionné les gens à avoir ce sens de l'honneur national où, pour garder cet honneur, il fallait bien sûr faire des guerres parce qu'on avait signé des alliances qui ne sont que des bouts de papier avec des pays lointains où, par exemple, il fallait absolument aller en guerre parce que l'Autriche-Hongrie avait une embrouille avec la Serbie. Et que, puisque la Russie était notre allié, que la Russie voulait défendre la Serbie, il fallait absolument donc aller en guerre contre l'Allemagne, qui était l'allié donc de l'Autriche-Hongrie, etc. Et donc on envoie des gens par millions se faire tuer, d'autres millions se faire estropier et certainement revenir avec des dommages traumatiques gigantesques, et donc suicider les classes laborieuses et les classes travailleuses de nations entières,
parce qu'on leur a... Et ça, alors pour des avantages évidents, de finances, de faire tourner l'industrie, essayer d'éliminer physiquement les pauvres. Pour les gens de l'élite, c'est très très bien d'éliminer les pauvres, en plus des gens pauvres physiquement puissants. Et donc, pour ça, il fallait les conditionner par l'école et donc par la propagande. En 2001, clairement, et j'étais contre, j'étais dans la rue, j'étais encore naïf, je l'ai fait pourtant. Mais en 2002, j'étais dans la rue pour dire non, non à la guerre contre l'Irak, non contre le bombardement de ce pays. Laissez-les tranquilles, ça faisait déjà depuis 91. Alors certes, Saddam Hussein manipulé, probablement même idiot dans sa manière de comprendre la géopolitique, et il s'est fait avoir. Mais c'est pas une raison pour détruire ce pays. C'est pas une raison pour exterminer littéralement un peuple pour les intérêts, encore une fois, géostratégiques des États-Unis et évidemment d'Israël, qui a intérêt à voir le Moyen-Orient être morcelé et détruit pour sa sécurité. Moi, je le comprends, hein, de leur point de vue. C'est pas la question. La question, c'est le résultat. Et donc, on nous montre du doigt cet ennemi-là. Aujourd'hui, on commence à nous montrer du doigt l'islam. Alors, vous connaissez ma position dessus. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense que c'est une religion qui a voilà, ses avantages et ses inconvénients d'un point de vue anthropologique, qui est conquérante, c'est une évidence. Si elle n'était pas conquérante, elle serait toujours à Médine, elle n'aurait pas conquis le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, toutes ces terres qui étaient chrétiennes ou zoroastriennes ou autres, ou païennes. Elle n'aurait pas conquis l'Inde pendant des siècles, elle n'aurait pas même arrivé avec des guerres incessantes pendant des siècles. Donc, bon, mais comme tous les autres, c'est normal. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, l'islam est conquérant, donc c'est mal ». Non, tout le monde est conquérant. C'est une question de est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux pas être conquérant, et en face, est-ce que tu peux ou tu ne peux pas te défendre. Moi, je vois ça de manière très pragmatique. Comme je pense que les religions sont inventées, en plus, je n'ai pas d'approche transcendante par rapport à ça. Et si la religion, elle permet de vivre bien, tant mieux. Mais ensuite, l'histoire nous montre quelles sont les religions qui sont capables de fabriquer des civilisations intéressantes et qui fonctionnent bien, ou pas. Mais ça, c'est très personnel, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on nous montre l'islam, et donc par extension, les musulmans. Or, on sait très bien que les musulmans, il y en a plus d'1 milliard, chacun vit sa religion, certains qui sont des gens meurtriers, agressifs, utilisent et trouvent dans les religions de quoi justifier leur agressivité et leur violence, et quelle que soit la religion, à la limite, j'aurais envie de dire, d'autres préfèrent vivre à la cool, tranquille, avec leur famille, même picoler. Je connais beaucoup de musulmans qui picolent, et ils se disent musulmans. Donc, voilà. Mais on nous montre cet ennemi-là. Et vous connaissez également ma position sur l'immigration. Je pense que l'immigration, elle devrait être à 0, voire elle devrait être négative. C'est-à-dire, je pense ce serait intéressant, ce serait salutaire pour les pays européens, en tout cas. C'est mes pays, c'est mon peuple, c'est là d'où je viens. Donc, j'adore les Africains, j'aime bien les gens de partout dans le monde, par exemple. Mais ce ne sont pas mes peuples. Donc moi, mon peuple, même s'il y a des abrutis dedans, même s'il y a des couillons dedans, etc., néanmoins, j'ai intérêt à ce que là où vit mon peuple, en Suisse, en Europe, eh bien, les gens s'en sortent bien, et donc qu'il y ait le moins possible d'immigration, qu'il y ait le moins possible de multiculturalisme. C'est mon avis. Et c'est pas moi qui vais décider d'ailleurs, c'est pas moi qui vais influencer, j'ai pas le moyen de téléphoner, moi je suis pas comme les États-Unis, je peux pas téléphoner à Angela Merkel en disant les 2 millions de connards que tu as envie de faire venir, tu les fais pas venir. Au contraire, c'est Obama qui téléphone et qui dit bon maintenant tu les accueilles. Parce que j'ai mon pote Soros, enfin c'est pas mon pote, c'est un de mes patrons, qui a décidé qu'il faut déstabiliser l'Europe, et je suis obligé d'obéir. Et de toute façon, voilà, comme Bush avant, comme Clinton avant, ce sont des gens qui sont extrêmement corrompus, finalement, pour les plus intelligents, donc c'est le cas d'Obama et de Clinton, par exemple. Clinton, l'homme, le violeur, le pervers, pas la nana, qui est aussi, elle est malade mentale, mais c'est autre chose. Je m'égare. Donc, là aussi, ces vagues d'immigration. Alors, je suis contre. Et j'aimerais qu'une grande partie des gens qui sont déjà arrivés en Europe repartent, notamment les criminels, notamment ceux qui ne travaillent pas, et il y aurait des méthodes pour les faire partir de manière très rapide, hein, ça peut se faire en quelques semaines.
pour peu qu'il y ait une volonté de le faire. Cette volonté n'existe pas aujourd'hui, c'est bien dommage, et peut-être qu'elle va venir. Mais c'est comme ça, et je ne suis pas pour l'expulsion de tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont ici, et qui, très honnêtement, sont des gens bien, et qui contribuent. Parfois, certains contribuent plus que ceux qui font partie de mon peuple. D'ailleurs, je devrais préciser qu'un grand nombre de gens du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord font partie de mon peuple. Enfin, c'est pas mon peuple dans le sens, c'est le mien, je le possède. On est tous dans le même peuple, puisque nous sommes des Caucasiens, nous sommes des Européens blancs. Alors certes, eux ont pris une culture arabo-musulmane, et pour certains, d'ailleurs, elle est berbère. Et pour le cas des Turcs, c'est une culture turco-européenne dans certains cas. Il n'y a pas que des Anatoliens, il y a aussi des Turcs de Thrace, il y a des Turcs de la côte nord, il y a des Arméniens qui sont des Européens, etc. Il y a même des Kurdes dans une partie ethniquement européenne. Et puis, même en allant plus loin, les Perses, ce sont des Européens, enfin ce sont des Caucasiens, donc ça fait partie de la même famille que je considère faisant partie d'un même peuple. D'un point de vue génétique, d'un point de vue historique, il y a des liens. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre partout. Je serais... même si, par exemple, des millions de Suédois devaient quitter la Suède parce qu'elle est en guerre civile et devaient venir en Suède, ça poserait des problèmes. Même si j'aime bien les Suédois, et même si elles sont mignonnes, les Suédoises. Enfin, elles sont un peu carrées, un peu grandes. Moi, c'est pas tout à fait 100% mon genre. Mais enfin, ça poserait aussi des problèmes. Donc ce n'est pas qu'une question de population, et même au sein d'un peuple, comme je l'ai dit, il y a des abrutis qui ont regardé la télé, qui sont accros aux réseaux sociaux, Internet, etc., et qui sont des couillons, je veux dire. On parle souvent des différences de QI entre, par exemple, Africains et Européens, mais je préfère, et je vous le dis très franchement, et les gens qui sont racistes vont me détester pour dire ça, mais je préfère fréquenter un Africain qui vient d'un pays où le quotient intellectuel moyen est faible, beaucoup plus faible qu'en Europe, mais qui, lui, est de quotient intellectuel élevé, et plus élevé qu'un grand nombre d'Européens qui sont des abrutis. En tout cas, c'est ma préférence, je préfère passer du temps avec lui. Est-ce que j'ai envie que ma fille l'épouse? Ça, c'est à voir. A priori, non. Parce que je pense que c'est mieux que les gens restent avec les gens qui sont comme eux. Mais ça ne veut pas dire que je les déteste, ça ne veut pas dire que je les aime pas, etc. C'est comme ça, c'est une préférence. Mais de toute façon, ma fille fera ce qu'elle veut. Et de toute façon, elle m'enverra chier quand j'essaierai de lui expliquer les choses. Ou pas, peut-être qu'elle réfléchira par elle-même et qu'elle se rendra cas que statistiquement, c'est bien mieux de faire sa vie avec des gens qui sont proches et similaires à toi qu'avec des gens lointains. Mais après, faites ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai épousé une Africaine » ou je suis un Africain, j'ai épousé une Blanche, etc. » Mais fais ce que tu veux, j'en sais rien. Ensuite, il faut voir les taux de divorce, il faut voir les taux d'être malheureux, le taux de déprime, etc. Et de toute façon, on est dans un monde tellement merdique où la plupart des gens sont malheureux que de toute façon, à la limite, c'est pas ça le plus gros problème. Et justement, c'est pas ça le plus gros problème, me fait penser à, et c'est l'idée de cette vision, qui est le vrai ennemi? Ou en tout cas, qui est l'ennemi principal? Qui est celui qui te jette les serpents dans ton jardin? Je vais vous mettre une petite vidéo, juste maintenant, qui vous montrera un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est un court extrait d'une conférence d'une historienne qui s'appelle Claire Colombani. Claire Colombani. Claire Colombi, voilà, j'ai vérifié le titre online de son nom, qui est une historienne intéressante et qui compare le taux d'imposition que l'on paye aujourd'hui par rapport au taux d'imposition du Moyen-Âge, qui, dans les livres d'histoire, nous est toujours montré comme étant terrible, avec voilà, les paysans sont corvéables à merci, etc. Vous allez voir. Ainsi, un salarié moyen travaillait un peu plus de 7 jours, juste avant la Révolution française, 17 jours, pardon, pour payer ses impôts directs. Qu'en est-il aujourd'hui? Avec un taux d'imposition moyen avec 56,9%, chiffre de 2013, il faut 208 jours de travail pour payer en moyenne ses impôts directs sur l'année. Donc même s'il se trompe et que maintenant c'est pas 20 jours, c'est 40 jours, hein, même il s'est trompé, on double son estimation, on est quand même très très loin. Voilà. Et alors il se demande si la Révolution française a servi à améliorer notre condition. La question reste ouverte. Donc voilà,
là, parce que j'essaye d'expliquer comment fonctionnent les mensonges, si vous mettez tous les impôts que doivent payer les gens en ajoutant les impôts qu'on paye une fois dans ou les taxes qu'on paye une fois dans sa vie, on peut dire n'importe quoi. Donc moi, je me suis dit, on peut anticiper sur un manuel scolaire des années 2400, par exemple. Donc, le salarié de l'an 2000 était écrasé d'impôts, impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, TVA, taxes sur les produits pétroliers, CSG, taxes sur l'alcool, le tabac, redevances télé, droits de succession, droits de donation, droits de mutation, timbres fiscaux dès qu'on désirait des papiers officiels. Dès que le salarié voulait faire quelque chose, il lui fallait un permis, permis de voiture, permis de chasse, permis de bateau, très onéreux. S'il voulait échapper à sa condition de salarié, il devenait petit patron ou auto-entrepreneur, il fallait payer la licence, les charges patronales, le RSI, il fallait respecter tellement de normes étranges et arbitraires que notre salarié faisait faillite. L'assurance était obligatoire en cas d'accident, mais aussi pour la maison, pour la voiture, sans oublier la complémentaire. Voilà. Édifiant, n'est-ce pas? Et donc tout ça pour dire que on nous ment constamment. Orwell l'avait déjà, bien sûr, magistralement montré dans son livre en 1984, que vous devez lire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis aussi, tant que vous y êtes, lisez tous les autres Orwell, notamment La ferme des animaux et Lettres de Catalogne. Mais enfin, on nous ment constamment. Donc on nous ment sur l'histoire, donc on a façonné, puisque nous avons appris cette histoire dans l'ambiance générale, mais aussi, évidemment, lorsqu'on a été à l'école. Évidemment, notre mode de pensée a été façonné par tout ça, par Hollywood, par les films qui nous montrent toujours les mêmes choses et qui petit à petit nous façonnent. Et façonnent notre mode de pensée et nous préparent, par l'ingénierie sociale, à accepter certaines choses qui n'auraient peut-être pas été acceptables il y a encore quelques années, etc. Donc je reviens au sujet. Qui est notre ennemi? Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, c'est pas le cas, est-ce que c'est l'islam qui vient nous taxer? Alors je sais que c'est le projet, l'idée c'est que une fois que tu conquiers un pays, tu te fais payer la zakia, la taxe, à ceux qui ne se convertissent pas, etc. Mais bon, aujourd'hui en tout cas on ne paye pas de zakia zakat aux musulmans, mais en revanche on paye plus de la moitié de nos revenus à l'État. Or l'État, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il fait des routes, et on paye des péages. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il nous éduque, ouais, il nous fait de la propagande et il empoisonne le cerveau de nos enfants avec des théories bizarres, le gender et toutes ces conneries. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question. L'État, c'est une œuvre, il travaille pour l'ingénierie sociale, pour nous transformer et transformer nos enfants. Est-ce qu'on a envie de payer pour ça? L'État, c'est lui qui bombarde les pays desquels viennent les migrants qui vont ensuite commettre des vagues de criminalité sans pareil chez nous. Viol, vol, cambriolage, meurtre et autres. C'est l'État qui les bombarde, qui bombarde leur pays. Moi, j'ai pas envie qu'ils bombardent ces pays. Moi, j'ai pas envie qu'on détruise la Syrie, ni la Libye, ni l'Irak, ni l'Afghanistan. Moi, j'ai pas envie que mes copains et les membres de mon peuple aillent mourir dans des interventions terrestres au Mali, en Afghanistan, pour protéger les intérêts des industries des batteries pour du pétrole ou de l'uranium, ou du nucléaire donc. Les Maliens, les Afghans, les Irakiens, tant qu'ils sont chez eux, ce ne sont pas mes ennemis. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Je veux dire, si le taliban a envie de mettre une toile de tente sur la tronche de sa gonzesse, c'est son problème. Le jour où il vient chez moi et qu'il veut une mosquée, je ne suis pas d'accord. Mais qui le fait venir? Ce ne sont pas les musulmans qui ont un projet, enfin du moins pas directement, c'est pas le paysan afghan ou syrien qui se dit « Ah ah, je vais aller en Europe et je vais conquérir l'Europe ». Ça, c'est ce qu'on lui a lui aussi mis dans la tête, et à la fin, quand on remonte, c'est les mêmes qui lui ont mis ça dans la tête. C'est les wahhabistes, c'est les saoudiens qui sont de mèche avec nos États à nous. C'est nos États qui les font venir. Or, de quoi vivent nos États? Beaucoup de dettes, mais surtout, parce qu'ils ne pourraient pas s'endetter s'il n'y avait pas de revenus de la fiscalité, ils vivent de notre argent, de nos impôts. Parce que nous sommes du bétail pour eux. Nous sommes du bétail, nous ne sommes pas des citoyens et ils ne nous représentent pas, on le voit, c'est de manière évidente. Nous ne décidons pas des impôts que nous payons. Ce sont eux qui décident de manière arbitraire
Maintenant, il y aura une nouvelle taxe. Maintenant, nous allons augmenter les taxes foncières ou les taxes sur l'habitation. Maintenant, nous allons taxer les gens qui travaillent, qui sont productifs et qui sont entreprenants, pour payer les paresseux, ceux qui foutent rien, et les immigrés, et le remplacement de la population locale, donc du peuple européen, par des peuples ailleurs qui sont considérés par l'État comme étant beaucoup plus dociles, beaucoup plus clientélistes dans leur manière de voter. Donc on pourra, comme du bétail, être amené à voter pour eux et maintenir ces élites au pouvoir. Ces gens n'ont rien à foutre de vous et moi. Ils veulent simplement garder leur pouvoir, qui est en plus assez misérable, puisque ce ne sont pas eux qui ont le vrai pouvoir est bien au-dessus d'eux. Ces gens, en plus, sont corrompus. Ils sont tenus par les tenants du vrai pouvoir par des histoires de corruption, de perversion, de pédophilie, et que sais-je, et la liste est longue, qui sont tenus parce que le système de renseignement des États, notamment venant des États-Unis, permet de tout savoir sur tout le monde, et ainsi, dès qu'une personne commence à monter dans la politique, on va lui sortir tous ces squelettes dans le placard, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, on va simplement l'acheter. Et si vraiment on a quelqu'un d'incorruptible, il y a d'autres moyens, comme dirait l'autre, il y a les coups. Et comme dit le cyclope des Carpates, il y a encore les coups, et après on peut les assassiner aussi, ça arrive. C'est le nombre d'accidents de la route qui arrivent à des politiciens par-ci par-là. Ça arrive, regardez en Europe ces dernières années, qui s'est fait assassiner, ou qui même a eu un accident. Il y en a plus qu'on le pense. Et donc, on les tient, et donc eux nous tiennent, ils nous tiennent parce que nous faisons partie de ce système, et qui, pour l'instant, nous gagnons encore dans ce système, puisqu'on peut partir en vacances, puisqu'on a accès à des produits pas trop chers, mais de plus en plus, on mange mal, on est déprimé, on est bourré de médicaments, on est malade. Lisez le livre de Gilles Lartigot, Hit, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et de plus en plus, nous avons conscience d'être déprimés. Et pour certains, cette conscience, elle est donc manipulée pour dire « Ah oui, vous vous sentez pas bien, tout va mal, regardez, l'ennemi. » Et on montre l'ennemi. Aux États-Unis, l'ennemi, pendant longtemps, c'était l'Union soviétique. Puis quand celle-ci a disparu, très vite, on a dû la remplacer par l'Irak, Saddam Hussein. Vous vous souvenez, dans la guerre du Golfe, et puis pendant les 10 années qui ont suivi, où plus de 500 000 enfants irakiens sont morts, volontairement, par l'embargo des États-Unis. On a toujours dit, oui, mais c'est à cause de Saddam Hussein. Oui, mais n'empêche que c'est toi qui fais l'embargo. Et les enfants sont morts quand même. Donc, alors je sais, certains vont me dire, bah, ça fera 500 000 Irakiens en moins qui viennent nous faire chier aujourd'hui aussi. Oui, mais si tu détruis un pays en détruisant ses enfants, en les rendant malades ou en les exterminant, et tu déstabilises des pays, bien sûr, ils vont jamais s'en sortir, et au bout d'un moment, ils vont vouloir partir. C'est humain. Donc, comme on n'est pas capable de faire ce qu'il faudrait faire aux frontières, eh bien, ils rentrent. Et encore une fois, c'est la faute de nos États. Et donc, ces États qui vivent et qui peuvent s'endetter sur la base fiscale qui représente l'argent qu'on nous vole, qu'on vient nous voler par la force. Alors évidemment, nous sommes conditionnés de payer volontairement nos impôts, mais la réalité, c'est que si nous ne les payons pas, nous le savons très bien, on va venir saisir nos biens, et si nous nous défendons pour saisir nos biens, on va venir nous tuer, ou nous mettre en prison. On va nous priver de nos libertés si on n'accepte pas de se faire voler. Ou la police va prendre d'assaut notre maison si on se défend, et va nous trouer la peau. Alors certes, ensuite, le policier, il aura besoin d'une cellule d'aide psychologique et de traitement psychologique, parce qu'il sait qu'il fait quelque chose d'horrible. Il tue un citoyen qui n'est même pas le plus citoyen, mais en tout cas qui ne veut plus payer ses impôts. Donc nous ne pouvons pas refuser de payer des impôts, puisque ce serait la violence extrême. Donc notre ennemi, et je crois vraiment que l'ennemi principal aujourd'hui, ce sont nos États, corrompus, voleurs, et même en Suisse. Alors l'avantage de la Suisse, c'est que chaque impôt est voté, et nous avons moyen de demander des référendums sur chaque impôt, sur chaque loi. Donc évidemment, ça a un effet stabilisateur, et parfois des lois sont refusées, parfois des nouveaux impôts sont refusés, parfois ils sont acceptés par le peuple, parfois même ils sont proposés par le peuple, parce que nous savons que, voilà, pour financer une infrastructure, nous voulons un nouvel impôt, et qui va durer un certain temps, et nous pouvons contrôler, du moins un petit peu plus que dans les autres pays. Donc c'est clair que pour ça, mon pays, la Suisse,
à une manière de faire qui est beaucoup plus intéressante et qui amène plus de stabilité et une meilleure paix sociale liée à cette approche de l'impôt. Mais néanmoins, il y a énormément d'impôts que l'on ne choisit pas. Lorsque vous arrivez, lorsque vous avez 18 ans dans un pays et que vous commencez à travailler, par exemple, ou 16 ans, etc., vous héritez tous les impôts qui ont été votés dans le passé. Vous n'avez pas votre mot à dire. Vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais non, mais ça, c'est un impôt qui a été voté il y a 20 ans, j'ai pas envie de le payer parce que ça me gonfle et je suis pas d'accord. » Non, non, tu dois le payer quand même. Et encore une fois, si tu le payes pas, on va venir saisir tes biens. Et si tu n'as pas de biens ou si tu refuses, on va te mettre en prison, voire pire, si tu refuses de manière active. Et donc, que faire? En fait, la solution est simple. Par le changement de vie, par le changement de mode de vie, par le développement de l'autonomie et de la résilience, vous pouvez développer des moyens de vie qui vous permettent de gagner moins, tout en ayant le moyen de vivre correctement. Moi, je ne paie plus d'impôts. Pas parce que je veux pas, mais je ne paie plus d'impôts parce que je ne gagne plus assez d'argent pour en payer. Le fait d'avoir une grande famille, 4 enfants, me donne aussi des déductions fiscales qui font que je ne paie quasiment plus d'impôts. Je suis passé de 40% de mon salaire en impôts à 0. Alors évidemment, mon salaire a baissé, mais en même temps, je n'ai beaucoup moins besoin parce que je produis une partie de ma nourriture, je vis surtout avec des frais beaucoup moindres. Là aussi, réfléchissez, est-ce que vous devez gagner de l'argent parce que vous avez un certain mode de vie, mais est-ce que ce mode de vie correspond à ce dont vous avez besoin? Probablement, vous avez énormément de dettes que vous devez rembourser, vous avez énormément de biens matériels dont vous pouvez vous passer, et donc une vie plus simple vous amène à dépenser beaucoup moins d'argent. Alors j'ai beau jeu de dire ça, je suis ici dans une maison de vacances qui n'est pas à moi d'ailleurs, c'est une maison de famille qu'on nous prête, qu'on me prête en tout cas, et donc je paye pas, et donc j'en profite. Donc il y a plein de moyens aussi de vivre très bien en essayant de minimiser ce qu'on gagne et donc ce qu'on va payer. Il y a aussi moyen d'utiliser toutes les failles et tous les artifices de la fiscalité. Et pour ça, un des meilleurs investissements que l'on peut tous faire, franchement, hein, je vous le dis franchement, parce que je suis obligé de vous parler de manière légale, c'est d'aller voir un fiscaliste, c'est-à-dire un avocat spécialisé dans la fiscalité. Lui va regarder votre mode de vie, va regarder votre structure familiale, est-ce que vous êtes marié? Parfois, être divorcé, c'est bien mieux. Parfois, rester avec votre époux et votre épouse, avec vos enfants, mais simplement divorcer, avoir 2 domiciles, peut-être pas tout à fait réels, etc. Mais enfin, un homme seul qui paye son ex-femme, qui elle est à charge des enfants. Il y a beaucoup de musulmans qui font ça, hein, avec plusieurs femmes, ils ne sont pas mariés, donc, mais en fait ils sont polygames de fait, et avec plein d'enfants dans tous les sens. Non seulement ils ne paient pas d'impôts, mais en plus ils touchent énormément d'allocations. Pas mal. C'est notre ennemi. Il n'y a pas de raison, on doit lui ôter la manière de vivre parce qu'il nous exploite et il nous tue et il nous détruit. Et non seulement il nous détruit nous en tant que personne, mais il veut détruire notre civilisation. L'État est notre ennemi, le premier ennemi. Après, il y en a d'autres, mais d'abord celui-là. Et donc, bien réfléchir avec un fiscaliste, comment on peut optimiser, on appelle ça l'optimisation fiscale, comment vous pouvez, bien sûr, payer le moins possible d'impôts. Surtout si vous êtes un entrepreneur, il y a énormément de moyens pour niquer ces règles stupides. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est tout à fait moral de ne pas payer des impôts. C'est l'État qui est immoral, parce qu'il utilise de la force contre notre volonté pour nous garder en esclavage. C'est notre ennemi, ce n'est pas je veux arnaquer l'État. Quand j'étais petit, quand je voyais en Italie les gens qui essaient de ne pas payer d'impôts, je pensais, ah ouais, les Italiens, ils aiment bien arnaquer l'État. Non, c'est l'État qui est illégitime. Encore une fois, il ne vous représente pas. C'est pas parce que vous votez que vous êtes dans une démocratie. Et c'est pas parce que vous êtes dans une soi-disant démocratie que vous avez un État qui vous représente. Pas du tout. Souvent, les gens me disent, mais tu ne devrais pas insulter le président de la République parce qu'il représente la France. Mon cul, oui, il représente rien. Il représente ses couilles. Il représente ses intérêts, et surtout ceux qui le payent et qui le tiennent. Il ne représente rien. Certainement pas la France. Quelle qu'en soit la définition que vous lui donnez.
Je dis la France, mais je dirais la même chose sur Obama, Bush, etc. C'est pas ça, être un représentant du peuple. Il faut un vrai plébiscite, et bien qu'un président est choisi par suffrage universel, il est souvent choisi par défaut. Je veux dire, il fallait voter il y avait entre un patapouf, un simplet débile, enfin, qui est habile, mais pas très intelligent, et un nain hydrocéphale. Et puis avant, c'était entre le nain hydrocéphale et la folle dingue. Et avant, c'était entre le grand nerveux et il y avait qui en face? Je sais plus. Il y avait sûrement le meilleur qu'il y a eu encore, c'était Jospin, comment il s'appelait, avec ses cheveux. C'est encore le moins pire qu'il y a eu en France, probablement, bien qu'il soit un socialiste, c'est comme quoi. Et puis avant, il y avait le grand byzantin, là, le grand pervers intelligent, très intelligent, mais corrupteur et un des fossoyeurs de la France, par exemple. Je pourrais vous dire la même chose de tous les pays, en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, c'est évident, en Angleterre également. De toute façon, encore une fois, ce sont d'autres puissances, d'argent notamment, qui sont derrière et qui les tiennent. Donc ce n'est pas immoral de ne pas payer d'impôts ou d'essayer d'en payer le moins possible. Au contraire, c'est la chose la plus morale que vous puissiez faire, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Donc réfléchissez comment vous pouvez payer le moins d'impôts possible. Alors ensuite, moi je n'ai pas le droit de vous dire de faire de l'évasion fiscale. C'est illégal. Donc je ne vous le dis pas. Donc optimiser fiscalement, essayer de gagner moins et oui, essayer de doter la nourriture, l'énergie qui fait vivre cet État qui est votre geôlier, qui est votre esclavagiste. Vous êtes du bétail pour lui. Faut pas imaginer autre chose. Quand il y a 84 morts à Nice, l'État, il en a rien à foutre. Il pense uniquement comment je vais pouvoir utiliser cela pour essayer de aller vers nos agendas. Alors parfois c'est l'islam, ok, et parfois c'est non, non, pas d'amalgame, c'est pas ça l'islam, etc. Ça dépend de leur stratégie. Parfois c'est contradictoire, parfois ils sont pas très habiles. Mais il faut bien se rendre compte et bien faire attention de qui est l'ennemi. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres ennemis, qu'il n'y a pas d'autres risques, qu'il n'y a pas d'autres dangers. Nous sommes dans un monde où il y a le danger du terrorisme, il y a le danger de la criminalité. Oui, tout ça est vrai. Mais l'État, c'est votre danger principal. Alors vous allez me dire, mais il y a des choses que l'État fait pour nous. Encore une fois, je vous mets au défi de vraiment réfléchir, regarder ce qu'il fait vraiment pour vous ou pas. Alors moi, la seule chose sur laquelle j'aurais de l'indulgence pour l'État, c'est les forces de l'ordre. Mais force est de constater qu'elles ne sont pas présentes partout et qu'il n'y a plus d'ordre dans énormément d'endroits. Donc en plus, il n'est pas efficace. Et éventuellement, c'est la défense du pays et évidemment la dissuasion nucléaire, etc. Mais là aussi, pouvons-nous faire confiance dans une armée professionnelle à qui on pourrait ordonner éventuellement de génocider la population si nécessaire? Vous pensez que c'est impossible? Relisez l'histoire. Ou une force de frappe nucléaire, une force de dissuasion qui pourrait tout d'un coup être partagée avec d'autres. Vous savez, on parle beaucoup en Europe que la France, par exemple, laisse tomber son droit de veto et sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la partager avec d'autres puissances européennes comme l'Allemagne ou d'autres. Et donc ça voudrait dire peut-être un jour renoncer ou partager la force de dissuasion nucléaire. Vous pensez que c'est impossible? C'est que vous n'avez pas conscience du niveau de corruption de vos gouvernements et de vos élites. De plus en plus, on voit certains journaux, je pense à Libération, et sachez à qui appartient Libération, qui fait campagne pour que la France cesse d'avoir une force de frappe nucléaire. Peut-être que les propriétaires de Libération, qui ont une allégeance clairement pour Israël, par exemple, et encore une fois, c'est dans l'intérêt d'Israël de réfléchir comme ça, peut-être qu'ils pensent que si un jour la France devait devenir islamique, c'est pas impossible, vu comment va la démographie, eh bien ce serait bien que la France n'ait pas d'armes nucléaires. Ça éviterait à Israël de cibler la France avec ses propres armes nucléaires. Réfléchissez à 20-30 ans. Moi je pense que ça n'arrivera pas. Je ne pense pas qu'on va aller vers cela. Mais réfléchissez à qui tire les ficelles et ce pourquoi
ils roulent et quels sont leurs intérêts propres. C'est tout. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça. En revanche, vous pouvez ne pas le financer. Vous pouvez ne pas financer cette démarche. Donc, ôtez à l'État, ôtez à votre ennemi les finances dont il a besoin et qui sont les vôtres. Alors je sais, vous allez être 5, 10 000, 20 000, peu importe, à regarder cette vidéo. Peut-être 10 millions, moi j'en sais rien, mais quelques dizaines de milliers, et c'est certainement pas vous qui allez faire la différence. Mais bon, c'est toujours ça en moins, et c'est surtout, sortez-vous de cette vie où vous dépensez beaucoup d'argent, et donc vous devez gagner beaucoup d'argent, et sur lesquels vous devez payer pratiquement la moitié de ce que vous gagnez pour l'État. Et pour toutes ces conneries, pour toute son administration pléthorique et lourde et bureaucratique, tous ces trucs qui servent à rien, qui peuvent être gérés par des citoyens. Je veux dire, tout peut être géré par des citoyens. L'eau, les gens disent, tu veux privatiser l'eau, les routes, etc. Oui, mais pas forcément privatiser à des sociétés en bourse, financières. On peut, entre guillemets, privatiser à la population. C'est-à-dire que voilà, une ville, elle a un comité de citoyens, en partie élu, en partie tiré au sort. Je pense que là, les idées d'Étienne Chouard sont excellentes, notamment à un niveau local, mais au-dessus également, et de dire, voilà, maintenant, la gestion des eaux usées et la gestion de l'eau potable de la ville, elle se fait par un comité de citoyens. Quel est notre objectif? Est-ce qu'on veut de la rentabilité? Oui, non. Si oui, eh ben, on va générer un petit peu de surplus. Sinon, eh bien, on va essayer d'être fixe. Est-ce que nous voulons avoir une armée pléthorique de fonctionnaires qui travaillent pour la gestion des eaux, etc. Si c'est une utilité sociale locale, parce qu'on ne veut pas avoir de chômeurs et qu'on veut employer plein de gens, et parce que c'est décidé par les gens, alors faites-le. Je veux dire, si votre truc c'est le socialisme, mais de manière locale et surtout responsable, puisque c'est vous qui l'avez choisi. C'est pas une décision qui vient de Dieu sait où. C'est vous. Si vous décidez de gérer les routes localement et vous dites non, mais les routes elles doivent être gratuites, le pont, la traversée à Nantes, la traversée du fleuve, elle doit être gratuite, les transports publics dans une ville doivent être gratuites, très bien, à ce moment-là, vous dites, donc, pour que ce soit gratuit, il faut un impôt. En fait, c'est jamais gratuit, c'est normal, il n'y a jamais rien de gratuit. Donc, mais vous dites, voilà, pour permettre à toute la population, on va faire un impôt, de manière à ce que on paye un petit peu ce qu'on utilise, mais au moins c'est décidé, et si ensuite vous êtes mal géré, eh bien, vous changez la gestion, etc. Et voilà. Mais au moins c'est local et au moins c'est choisi. On peut très bien se débarrasser de l'État en faisant des comités de décision qui fonctionnent par projet, qui coordonnent, et qui, parce qu'ils sont gérés au plus près, n'ont plus un historique de fonctionnaires, de bureaucrates, de technocrates, d'énarques, et toute cette merde qui sert à rien. C'est des incompétents en plus. Et surtout, ça vous permet ensuite de réduire les lois à quelque chose qui est raisonnable, sensé, et où tout ce qui n'est pas explicitement interdit est permis, et pas avoir des codes de loi qui sont utilisés par les professions légales, et qui sont utilisés par les arnaqueurs pour truander le système, alors que les gens honnêtes, eux, sont obligés de bosser et payer les impôts. On peut réformer les sociétés, et je pense que c'est ce qu'on va faire après l'effondrement qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des structures beaucoup plus locales, et que forcément, nous allons devoir gérer, d'une part, les infrastructures existantes qu'on va s'approprier, de fait. Je veux dire, dans une petite région, dans une petite ville, on va pas dire « Ah oui, mais il faut qu'on demande à Paris l'autorisation pour utiliser le pont. » Paris brûle, et Paris a été pulvérisé ou rasé par les hordes sauvages. Donc, il n'y aura plus Paris. Donc, vous allez gérer votre pont vous-même. Et votre mini-centrale hydroélectrique dans le coin, vous allez la gérer vous-même. Et la centrale nucléaire brinque-ballante qui est dans le coin, vous allez essayer de trouver qui sont les ingénieurs dans la région qui habitent là et qui s'en occupaient, pour essayer de leur dire, écoute, il va falloir soit la remettre en fonction, soit l'éteindre correctement, soit faire en sorte qu'elle puisse tourner de manière sécure, etc. Vous allez voir les gendarmes qui s'en occupaient, vous allez voir toute la population, et vous allez la gérer vous-même. Et lorsqu'il y a un coût, eh bien, vous allez voir la population en disant, voilà, on a besoin de 50 € par personne par année pour faire tourner cette centrale nucléaire, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Enfin, euros, je dis euros parce que je suis habitué, mais en fait, brousouf, parce qu'il y aura une nouvelle monnaie, ou alors même il n'y aura pas d'argent. Les gens vont dire, bon, bah voilà, on est d'accord de faire en sorte de travailler pour la collectivité en échange du fait qu'on arrive à nourrir les gens, et donc on peut imaginer énormément de scénarios. C'est pas le propos de cette vidéo, mais
on va devoir de toute façon apprendre à gérer des choses sans les États. Donc autant tuer l'État tout de suite, pas par les révolutions. Encore une fois, les révolutions, ça marche pas. Pensez à 1793 en France. Il y a eu une révolution contre la révolution. Massacre des Vendéens, extermination. Ensuite, il y a eu des révolutions en 1830. Massacre, destruction. Il y a eu des révolutions en 1848. Massacre des peuples. Ensuite, en France, notamment, il y a eu la Commune, 1871. Massacre, rebelote. Et ensuite, il y a eu 14-18 et 39-45 des massacres des populations locales organisés par les finances et par les élites pour que ça s'épuise et pour gagner de l'argent. Non, non, les révolutions, elles sont vouées à l'échec. Il faut, en revanche, à mon avis, et à la fin vous faites ce que vous voulez, je conclurai là-dessus, sortir et faire en sorte que l'État n'ait plus d'argent. Et donc, essayer de payer le moins possible d'impôts. Et donc, raison de plus pour changer votre vie. Donc, pour terminer, je tiens à dire que je ne suis pas suicidaire et que si on retrouve mon cadavre quelque part, c'est probablement un des États qui m'a éliminé et que c'est pas du tout moi. Parce que forcément, l'État déteste ce genre de message pour des raisons évidentes. Parce qu'évidemment, c'est remettre en cause sa vie et ses sources de vie. C'est une entité. L'État, c'est la matrice, comme dans ce film Matrix. La machine, elle a besoin de nous qui sommes des batteries pour lui. Nous sommes des vaches, nous sommes des bestiaux. Éventuellement, plus tard, on va à l'abattoir, mais en attendant, ils nous traient. Ils sont là. Et c'est pas agréable. Donc, bref, tout ça pour dire, je plaisante, mais réfléchissez bien à qui est votre vrai ennemi, en sachant qu'il peut y en avoir plusieurs, par étapes. Mais faites attention, quand on nous montre un ennemi, réfléchissez bien à qui est celui qui vous le montre. À bientôt. Préparez-vous.